Plaies du globe, épisode numéro 2. Dans l'épisode précédent, Agathe, anthropologue de 26 ans, vit en 2035 dans une société post-catastrophe où les polars sont interdits et brûlés comme subversifs. Lors d'une braderie, elle met la main sur un exemplaire gratuit de Les 10 plaies du globe, un roman noir qui décrit avec une précision troublante des incendies, avalanches, inondations et empoisonnements survenus 20 ans auparavant, et annonce les dérives politiques actuelles. Chez elle, en lisant, elle réalise que ce livre semble prédire l'avenir. À la télévision nationale, on organise un autodafé des faux polars et 4 personnes sont arrêtées. Paniquée, Agathe multiplie les visites en librairie. Madeleine lui explique les sous-genres du polar et lui conseille de se débarrasser du livre. Au Café République, elle reçoit un message anonyme l'avertissant du danger de ses recherches et son ordinateur est brusquement bloqué dès qu'elle tente d'en savoir plus. Refusant de se laisser intimider, elle décide de poursuivre son enquête. Plusieurs jours s'étaient écoulés après qu'Agathe ait reçu ce mail. Chez elle, à l'abri des mauvais regards, elle continuait ses recherches, délaissant le numérique piégeux au profit d'ouvrages historiques, anthropologiques et géopolitiques, tout en se plongeant toujours plus profondément dans le récit de ce polar mystérieux. Bon, je me creuse la tête depuis des jours et je trouve rien. Faudrait peut-être que je revoie ma méthode. Comment je peux faire ça ? Ah bah je sais ! Mes cours d'anthropologie, ils pourront m'aider. Alors, mon dossier, mes documents, ils sont là. Nickel, alors. Documents, méthodo, anthropo. Ah, le voilà. Alors, choix du sujet, formulation de la problématique, prise de contact avec les personnes potentiellement présentes et ou intéressantes sur le terrain, ouais. Pratiquer des observations, faire des entretiens, prendre des notes, puis analyser les données. Ok, mais j'ai presque tout fait, et en soi, ça m'avance à rien. J'ai sûrement dû passer à côté de quelque chose. Bon, il faut que je me concentre. La réponse est cachée quelque part là-dedans, c'est certain. La tâche n'était pas aisée. Les livres avaient certes l'avantage de ne pas avoir fait l'objet de suivi fantôme gouvernemental, mais ils n'en étaient pas pour autant exempts d'un certain contrôle. Toute la complexité résidait dans la minutie requise pour démêler la propagande des véritables faits, le discours officialisé des subtilités détonnantes. Un défi de taille pour une anthropologue. Voir la découpe du puzzle là où seule l'image semble apparaître. En d'autres termes, faire la part de chaque discours et de chaque non-dit. Ces recherches se basaient dans un premier temps sur les correspondances potentielles avec d'autres livres du même genre, et dans un second temps sur la comparaison des descriptions du livre avec les archives officielles publiques. Mais c'est quoi ce bordel ? Super, ça n'aura pas pris longtemps avant que je me fasse remarquer. Mais c'est d'ailleurs peut-être ça qui est advenu de l'auteur. Il s'est fait remarquer. D'après les recherches que j'ai eu le temps de faire au café, il semblait s'être évaporé du jour au lendemain. Mais je sais pas, ça me semble bizarre. Tu disparais pas comme ça. Sauf si ce qu'il avait à dire ouvrait la boîte de Pandore que le gouvernement aurait préféré enterrer. Bon, le seul moyen de le savoir, c'est d'aller à ce rendez-vous trop bizarre. Je me serais détestée dans un film d'horreur sérieux. J'ai l'impression de me jeter dans la gueule du loup. Mais bon, il semble que ça soit la seule chose qui me reste à faire. Bonjour, je vais vous prendre un café latte, c'est ça. Mais c'est vous ? C'est moi. C'est pas vous. Si, c'est moi. Mais pourquoi vous ? Parce que je tiens à vous aider. M'aider ? Mais de quoi vous parlez ? Pourquoi exactement ? Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de préciser. C'est aussi moi le mail que vous avez reçu ici la dernière fois. Mais comment c'est possible enfin ? Vous n'avez pas mon contact, je comprends pas. Bah, en fait, c'est assez basique. Surtout que je m'y connais un peu en informatique. L'autre jour, pendant votre passage, quelqu'un a suspecté un virus. Alors, je suis allé vérifier.
C'est là que, par enchaînement, j'ai vu que vous consultez des sites assez dangereux. Je sais pas exactement dans quoi vous êtes mêlés, j'ai préféré vous avertir. Wow, d'accord. Et pour le message de tout à l'heure? Je savais que si vous menez ce genre de recherche, il y avait grande chance pour que vous ne vous arrêtiez pas là. Donc j'ai préféré vous contacter. Ok, bah là je dois vous avouer que je suis un peu scotchée. Et que vous m'avez fait un peu peur quand même. Mais je suppose que ça importe peu désormais. Bon, comment puis-je être sûr que vous êtes digne de ma confiance? Discrètement, faites comme si de rien n'était. Et regardez l'homme là-bas. C'est qui? Un homme était entré, juste après Agathe, sans qu'elle s'en aperçoive. Il s'était assis à une table loin du comptoir, mais assez proche pour garder un œil sur celui-ci. Vêtu d'une veste sombre, avec un regard fixe, il dégageait autant de chaleur humaine qu'un bloc de granit. Posé devant lui, un café restait intact à l'endroit même où le serveur l'avait déposé il y avait maintenant plus de 5 minutes. Il ne bougeait pas, se contentait simplement d'être là, et jetait des regards perçants et froids, tantôt sur les clients, tantôt sur les employés, mais le plus souvent sur Agathe. Il est là pour vous. Il sait tout. Alors c'est ça, vous me faites confiance. Vous me laissez vous aider dans votre sorte de quête, et je vous dis comment lui échapper. Soit je vous laisse vous débrouiller seul avec ce charmant monsieur, à vos risques et périls. Lui échapper, c'est-à-dire? Vous pensez qu'il est venu pour me tuer? Non, lui, il n'est qu'un avertissement. Il vous suivra quand vous quitterez le café, comme il l'a fait la dernière fois, quand vous êtes venu. Il m'a suivi? Mais qu'est-ce que vous avez à y gagner en m'aidant? J'y gagne en apprenant plus ce qu'on nous cache, et surtout pourquoi ils ont censuré le polar. J'ai mes raisons. Bon, est-ce que j'ai vraiment le choix? Il en sait déjà beaucoup trop pour ne pas être impliqué. Et puis, il veut m'aider. Après tout, au point où j'en suis, j'ai rien à perdre. Et puis, j'ai besoin d'un allié. Bon, c'est d'accord, alors on fait équipe? Carrément. Et puis, on pourrait se tutoyer aussi. Ça serait plus convivial. Ah, et voici votre latte. Oui, c'est vrai. Merci d'ailleurs pour le latte. Ah, au fait, avant de partir, moi c'est Agathe. Avec plaisir. Moi c'est Tony. Salut Agathe. Prends ça et sois prudente. Merci. Un papier avec des indications, gauche, droite, et des dessins pour m'assurer de suivre la bonne route. Ok, bon, je pense n'avoir d'autre choix que de lui faire confiance. Et puis sinon, il aura une mort sur la conscience. Quittant le café, Agathe réalisa que Tony avait vu juste. Elle était suivie. Grâce aux indications inscrites sur le papier, qui lui avait subtilement glissé, elle n'eut pas de mal à semer l'homme qui la talonnait. Après plusieurs minutes, elle s'arrêta net. Juste devant la porte de chez elle, elle se tourna lentement et observa qu'il n'y avait plus personne. Ils savent que j'ai le livre. Si l'auteur a disparu, si toutes les informations à propos de lui ont été effacées, c'est parce qu'il s'approchait trop près de la vérité. Et moi, je viens de faire la même erreur. Les rideaux sont tirés? Ok. Mon carnet? Ok. Un stylo? Ok. Bon, faut que je récapitule. Petit 1, l'auteur savait, a parlé et en a subi les conséquences. Petit 2, quelqu'un a voulu effacer toute trace de lui et j'ai tout lieu de croire qu'un pouvoir au service du politique s'en est chargé. Sauf s'il s'agit d'intérêts privés, cela reste encore à préciser. Petit 3, ce roman semble aller au-delà de la fiction. Petit 4, ce livre a survécu par hasard, par accident ou alors grâce à quelqu'un. Petit 5, je suis suivie, ce qui ne peut vouloir dire qu'une seule chose, mon temps est compté. Quelle histoire! Il faudrait que je pense à autre chose, sinon je risque de devenir folle. Tiens, peut-être qu'il y a quelque chose de sympa à la télé. Flash spécial. La radiophonie et la télévision nationale vous informent. La radiophonie et la télévision nationale vous disent la vérité. La radiophonie et la télévision nationale sont là pour votre bien.
Conformément aux directives de réactualisation annuelle des programmes scolaires, la radiophonie et la télévision nationale vous rappellent que toute forme de vie éteinte sera bannie des plateformes et supports pédagogiques des sciences de la vie, afin de laisser l'esprit de nos jeunes patriotes ouvert aux réalités actuelles et au brillant avenir de la nation. En outre, toujours en accord avec les choix de nos dirigeants, nous rappelons aux familles de faire disparaître dans les moindres délais toute trace témoignant de l'existence de ces espèces éteintes. La nation n'a pas de temps à consacrer au passé, nous sommes tournés vers l'avenir. Ainsi, voici la nouvelle liste des bannissements. Rhinocéros, éteint. Léopard, éteint. Éléphant d'Afrique et d'Asie, éteint. Panda géant, éteint. Ours polaire, éteint. Pandarou, éteint. Orang-outan, éteint. Derniers grands ensembles de félins, éteint. Manchot empereur, éteint. Thon rouge, éteint. Girafe, éteinte. Requin blanc, éteint. Dauphin commun, éteint. La tête d'Agathe se mit à tourner. Abeille européenne, éteinte. Tout lui semblait devenir douloureusement vertigineux Gorille des plaines, éteint. et douloureusement familier. Papillon monarque, éteint. Koala, éteint. Outre l'incompréhensible mal-être qui ressurgissait en elle chaque année lors de l'actualisation des programmes d'éducation et société, elle savait que ces animaux ne lui étaient pas inconnus. Coccinelle commune, éteinte. Grand ours, éteint. Prise d'un élan de panique, Agathe se jeta sur son polar. Son sang se glaça dans ses veines. Son sentiment était fondé. Rien ne manquait dans un de ces maudits chapitres. Certains décrits sous la forme de métaphores, d'autres dessinés, mais tout était là. Crocodile du Nil, éteint. Donnez-moi tort, pas la tortue. Tortue marine, éteinte. Ainsi, nul ne devant ignorer la loi, vous êtes tous et toutes responsables des conséquences de ces mises à jour. La radiophonie et la télévision nationale vous informent. La radiophonie et la télévision nationale vous disent la vérité. Ça n'était donc pas un simple bouquin? Nom de Dieu, depuis le début, c'était un putain de présage. Ça en était trop pour Agathe. Elle devait s'allonger, vider son esprit avant que sa tête n'explose. L'annonce de l'extinction massive de ces espèces animales avait été la goutte de trop. Une sieste ne changerait probablement rien et résoudrait encore moins la crise actuelle. Mais Agathe n'est qu'un être humain, et en tant que telle, elle a ses limites. Et malgré ses nombreuses qualités, elle est loin d'être une super-héroïne, bien qu'elle ait de plus en plus le sentiment de devoir le devenir. Alors, dormir semblait être la meilleure solution, pour l'instant. Oh, super. Qui c'est qui me réveille? Je venais juste d'arriver à m'endormir. Oh, il est où ce téléphone? Tiens, il me semble pas avoir laissé des papiers traîner. Une enveloppe sans nom et une feuille sans rien non plus dessus. C'est quoi cette blague encore? Tiens, mais c'est bizarre, elle sent le citron. Une feuille vierge qui sent le citron? Pourquoi ça me dit quelque chose? Ah bah oui, ça doit être de l'encre sympathique. Où est-ce que j'ai rangé mes allumettes? Réchauffer doucement le papier à la flamme et le tour est joué. Waouh, j'ai l'impression d'être dans un film. Tiens, c'est intéressant ça. Pardon pour ce tour de passe-passe un peu extravagant. Il faut que je prenne toutes mes précautions. Voici quelque chose qui pourront t'apporter des réponses, mais reste sur tes gardes. Signé Tony. Pour être surprenant, ça c'est surprenant. Et toujours un peu flippant, je dois dire. Bon, qu'est-ce que ce papier dit d'autre? Nulla auto da fe oblivici nos potest. QDP. Il semble y avoir une sorte de plan de la ville derrière ces 3 lettres. Et cette ligne rouge, le traversant, ça doit être un chemin. Aujourd'hui, 10h, dans l'un des hangars de l'ancienne zone industrielle. Nulla auto da fe oblivici nos potest? Qu'est-ce que ça veut dire? Nul autodafé ne saura nous faire oublier. Bon, visiblement, lui avoir fait confiance porte à ses fruits. Par contre, QDP, ça me dit absolument rien. Je vais suivre le plan. On verra bien où ça me mène, et puis mieux vaut éviter les recherches sur Internet maintenant qu'ils ont compris que je cherchais quelque chose.
Allez, je dois m'y rendre. Et puis, ça me donnera l'occasion de sortir et d'ainsi faire plaisir à maman. Ah, enfin arrivé. Bon, maintenant, il faut trouver le bon hangar. Agathe arpentait les allées désertes de la zone industrielle, plan en main, attentive aux moindres détails. Lorsqu'elle s'arrêta derrière un vieux muret, elle scruta un bâtiment qui correspondait à ses repères. Son intuition se confirma en voyant 2 silhouettes encapuchonnées y entrer discrètement, tout en vérifiant qu'elles n'étaient pas suivies. Allez, c'est le moment de vérité. Résolue, elle s'avança jusqu'à la porte entr'ouverte et risqua un regard à l'intérieur. Ce qu'elle vit la figea. Une foule dense, bien plus nombreuse qu'elle ne l'aurait cru, se tenait là, en murmures et bruissements sourds. Mais qu'est-ce que c'est que ce cul d'épée? Pourquoi tous ces gens? Mot de passe. Mot de passe? Merde, je sais pas moi. À moins que... Nulla auto da fe oblivici nos potest? Bienvenue parmi nous, madame. Waouh, tout ce monde, c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Excusez-moi, bonjour. Pardon, c'est ma première fois ici. Qu'est-ce que vous faites exactement? Tu as le mot de passe, mais tu sais pas ce qui se joue ici? Je comprends que ça puisse paraître un peu bizarre, mais je vous assure que c'est pas un hasard si je suis ici. Je cherche des réponses et un ami m'a indiqué votre nom, accompagné d'instructions assez précises. Il paraît que vous pouvez m'aider. Bien. Sache alors que tu te tiens ici, dans ce qui fut autrefois le Festival des Quais du Polar. Un événement annuel dédié à ce genre littéraire si particulier, si complexe et si incisif, si je puis dire. Les gens s'y retrouvaient pour débattre, découvrir, écouter, lire. Et puis, il y a eu la censure. Tu t'en souviens peut-être, le polar était devenu trop dangereux, trop révélateur. Il mettait en lumière les failles et cruautés du gouvernement, les tensions sociales, les dégradations environnementales. Alors ils ont agi. Ils ont banni le genre sous prétexte qu'il nourrissait la défiance et l'indiscipline. Mais non contents de seulement l'interdire, ils l'ont récupéré, vidé de sa substance. Aujourd'hui, les criminels dans leur fiction sont toujours les mêmes. Celles et ceux qui contestent, qui pensent autrement, qui refusent de se soumettre. Les auteurs et les autrices sont surveillés, corrigés, voire même annihilés. Chaque manuscrit passe entre les mains d'instances de vérification. Ils ont interdit notre festival, rayé des archives, effacé les programmes culturels. Mais ils ont commis une erreur. Celle de croire que nous allions nous laisser faire. Ça fait 10 ans maintenant que, dans l'ombre, nous continuons. Moins visibles, plus prudents, mais toujours aussi déterminés et passionnés. Ce festival vit encore, à travers nous. Et à travers toi peut-être, désormais, qui sait. Nous avons fait le choix de préserver cet espace de pensée, de création, de liberté. Officiellement, nous n'existons plus. Mais officieusement, nous sommes bien là. Alors là, Tony, t'as géré grave. Tu sais, pendant longtemps, on a voulu faire croire que le polar, c'était juste des intrigues pour se distraire. Des détectives alcooliques, des femmes fatales, des enquêtes sous la pluie, de l'argent, de la jalousie, des meurtres. Mais ceux qui disent ça n'ont jamais vraiment lu le polar. Dans les années 1130, Dashiell Hammett et Raymond Chandler utilisaient ce genre pour dénoncer la corruption et la violence de classe. Le polar, il s'est imposé comme le flash qui vient montrer ce qui est croupi dans l'obscurité, comme la pelle qui déterre ce qu'on essaye de recouvrir, comme l'encre qui raconte le sang qui a essayé d'être tué. Puis dans les années 70 et 80, avec la montée des luttes féministes, écologiques, antiracistes, le genre il a évolué. Alors en France, Didier Deinigt, pardonne-moi pour la prononciation, dénonçait les violences policières, les héritages coloniaux. Aux États-Unis, Sarah Paretsky, elle inventait Victoria Wachowski, détective privée féministe, indépendante, dans un monde d'hommes. Et au fil du temps, les auteurs et les autrices de polar ont continuellement redéfini les contours de ce genre littéraire pour intégrer des luttes militantes. Dans les années 2000, des écrivains comme Dolores Redondo, à travers la trilogie Le Gardien invisible, ont mis en lumière les violences de genre au cœur d'une société patriarcale qui était imprégnée de croyances et de silence, tout en dépeignant des paysages qui s'étaient plongés dans une nature tout aussi oppressante. Ce polar, il proposait déjà des lignes de réflexion écoféministes qui sont, comme on le sait, aujourd'hui bafouées. Puis il y a eu Tana French qui, avec sa série The Blend Murder Squad, n'a cessé de déconstruire les rapports de pouvoir.
Ces récits, c'était pas seulement des thrillers psychologiques, mais des fines études de la façon dont les femmes, elles sont systématiquement effacées dans les récits historiques et institutionnels. Et comment les institutions elles-mêmes, elles écrasent ces voix pour maintenir un espèce de statu quo patriarcal et injuste. Sur le plan écologique, le genre, il a pris une nouvelle tournure avec des écrivains comme Pierre Pelot ou Antoine Chopin, qui ont plongé le polar dans des questions environnementales. Dans ses romans, par exemple, Antoine Perrin, dans Les Déracinés, il se plonge dans des conséquences écologiques du dérèglement climatique et des choix humains destructeurs. Mais encore plus frappant, il y a Yann Manouk. Avec sa série Mokhtar, il a exploité le thème du colonialisme environnemental, dépeignant des zones mortes où la nature et les hommes y sont sacrifiés pour des intérêts capitalistes. Ce ne sont d'ailleurs pas seulement des questions écologiques ou féministes qui sont traitées. Sophie Lafont, elle avait pris le genre comme un instrument pour dénoncer les injustices du passé colonial, en particulier en Afrique. Dans ses romans, comme Les Ombres de l'Empire, elle met en lumière la façon dont les séquelles du colonialisme continuent de marquer les sociétés actuelles. Et en parallèle, des autrices comme Sophie Divry, avec La Cité des Esclaves, elles ont utilisé le polar pour décrire des sociétés postcoloniales, où les luttes pour la mémoire et la réappropriation de l'histoire elles sont indissociables de la contestation sociale. L'œuvre de Divry, elle questionne à la fois les inégalités sociales et raciales, tout en inscrivant ces dynamiques et ces problématiques dans un univers de fiction policière où le crime, c'est la manifestation la plus directe des oppressions sociales et politiques. Puis bien sûr, il y a eu cette explosion du polar militant à l'aube des années 2020. Les écrivains et les écrivaines, ils ont pris le genre à bras-le-corps pour dénoncer l'inaction face à l'effondrement climatique, au patriarcat, à la colonialité toujours vivante. Ce polar, il est devenu trop critique, trop conscient, trop populaire, trop d'un coup pour les autorités. Il a ouvert les yeux sur des vérités que le pouvoir voulait étouffer, à la fois sur les violences, notamment systémiques, et la crise écologique. Aujourd'hui, le polar, c'est pas juste un genre littéraire, c'est un espace de lutte. Waouh, madame, vous me rendez aussi admirative que reconnaissante. Est-ce que je peux me permettre d'abuser encore un peu de votre temps ? Bien sûr, dis-moi. On est ici pour échanger. Voilà, alors c'est à propos de ce livre. C'est en quelque sorte à cause de lui que je suis ici. C'est à propos de lui que j'avais besoin de réponses. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose ? Les 10 plaies du globe. Waouh. Je pensais que tous les exemplaires avaient disparu. J'espère que vous connaissez votre chance et dans quel danger vous êtes d'avoir un tel bouquin. J'en ai eu quelques exemples, oui. Je regrette, mais je crains de ne pas pouvoir vous en dire grand-chose. Tant pis, merci quand même. Néanmoins, Oui ? vous devriez en parler à Francis Le Tailleur. Le sceau sur cette seconde page de votre livre, c'était celui de sa maison d'édition. Et puis je sais qu'il a travaillé un temps pour le festival. Mais sachez que je ne fais qu'attiser les braises sur lesquelles vous vous tenez déjà en vous aidant ainsi. Alors madame, par pitié, pour vous comme pour nous, soyez les plus prudentes. Je le serai. Merci beaucoup pour cette précieuse conversation. Oui, bon, on verra s'il y a lieu de me remercier. En attendant, tenez. Voici les coordonnées de Francis. Dites-lui que vous venez de la part de Juliette Perry-Shelley. Je m'en souviendrai. Il était près de minuit quand Agathe retrouva Francis Le Tailleur dans l'immeuble oublié de la rue des Libraires. Tout portait à croire que le lieu était désert. Fenêtres murées, volets clos, plus aucune trace du kiosque à journaux, disparu 4 ans plus tôt. Mais à l'étage, une porte portait encore les marques d'un passage régulier. Elle frappa, il l'ouvrit. Le bureau sentait la poussière et les secrets. Agathe comprit qu'il s'agissait des anciens locaux de la maison d'édition de Monsieur Le Tailleur. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir accepté de mener ce petit entretien avec moi. Franchement, ça n'a pas été facile d'en obtenir un, vous savez. À ce point-là, je savais que le simple fait d'évoquer le polar pouvait déranger, mais je réalisais pas que c'était devenu si sensible. La propagande a manifestement fait son chemin. Enfin, puisque nous sommes là en face à face, autant profiter de ce moment. Pour ma part, je n'ai rien contre une conversation franche, surtout sur un sujet aussi passionnant. Très bien, alors passons à la première question. Vous avez donc travaillé pour le festival du Quai du Polar. Quel était votre rôle ? Pour faire simple, il se trouve que j'étais bénévole à Quai du Polar pendant 4-5 ans, pour des tâches concrètes comme l'accueil du public. Je trouvais ça intéressant, puis il y avait une bonne ambiance là-bas. Et bon, il se trouve que je suis à la retraite depuis janvier 2024. L'année qui a précédé mon départ à la retraite, j'ai fait une formation de contenu de biographe, une formation qui prépare au travail d'écriture de récits de vie d'individus ou alors d'organisation. Et j'ai voulu tester l'idée d'écrire le récit de vie d'une organisation, en l'occurrence d'une association. Ça peut être aussi l'entreprise d'une collectivité.
Et le secteur associatif, il m'intéresse, parce que j'ai toujours eu des engagements associatifs. Voilà, donc j'ai proposé à Quai du Polar de rédiger leur histoire. Ce qui n'est pas une histoire très longue non plus, c'était quoi à l'époque, c'était 20 ans. Et du coup, dans le secteur associatif, même si là c'est une association stable, il y a toujours du renouvellement, il y a toujours le réflexe de garder la trace de l'histoire, mais enfin, des fois il n'y en a pas toujours suffisamment. Et voilà, j'ai proposé de faire ça bénévolement. Après réflexion, ils avaient dit qu'ils étaient enthousiastes, et du coup c'était en cours de production, avec l'objectif d'une publication à l'automne 2025. D'accord, je vois. Ça a dû être une sacrée charge de travail. Et cette publication, elle devait paraître sous quelle forme? On partait sur l'idée d'une espèce d'album, au sens où il y aurait l'écriture et l'illustration. Ça c'était eux qui s'en occupaient de cet aspect-là, le côté édition. Moi je faisais seulement l'écriture. Je vois. Et concrètement, comment vous procédiez pour obtenir ces informations? Alors, je menais essentiellement des entretiens. J'ai fait une première vague d'entretiens en novembre-décembre 2024 auprès de membres de bureau, donc l'ancienne directrice qui m'avait désigné comme étant détenteur de l'histoire, des gens qui sont encore à QDP et d'autres qui n'y sont plus. Ça, c'est le premier élément de cadrage. Après, je me suis plongé dans les programmes et les bilans d'activité sur 20 ans. C'était pour factualiser les informations. C'était même un petit peu fastidieux. Et je me suis fait une espèce de chronogramme sur les 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, quelle année, etc. Au niveau de l'organisation, des auteurs invités, du nombre de publics, j'ai même fait une espèce de sociogramme où j'ai répertorié qui fait quoi, qui est qui dans l'organisation, etc. Parce que j'étais bombardé de plein de noms qui m'arrivaient, les bilans, les programmes. Là, j'ai attaqué ensuite une deuxième phase d'entretien auprès des membres de l'équipe, donc chargé de com, responsable de la grande enquête, etc. Et puis j'allais aussi récupérer les dossiers de presse. C'est une mine d'informations. On va faire un appel à témoignages auprès des bénévoles. On va leur demander de s'exprimer s'ils le souhaitent, parce qu'on a un taux de fidélité assez important chez les bénévoles. Et à l'occasion du festival, j'allais aussi rencontrer quelques auteurs, quelques libraires, quelques éditeurs, voilà, si j'arrivais à les choper le temps du festival, sinon ce serait après. Et ensuite, j'ai terminé par un tour de piste de quelques partenaires, donc des institutions comme par exemple le Musée des Beaux-Arts, ou d'autres qui ont une collaboration régulière avec QDP depuis pas mal d'années, l'école de police par exemple. Je vois. Et est-ce que vous avez été confronté à des difficultés particulières pendant votre mission? Alors j'avais pas forcément toutes les informations, j'en découvrais tous les jours un peu, c'est un peu logique en même temps, mais voilà, j'avançais comme ça, vraiment un petit pas, avec des points d'étape, avec les membres du bureau qui suivaient l'affaire pour s'accorder sur les ambitions, sur la traduction en termes de volumétrie, de publication, qui interviewait, comment traiter tel ou tel sujet. Bon, il n'y avait pas trop de sujets sensibles, il devait y en avoir quand même, et là-dessus il fallait aussi s'accorder sur la manière de le traiter. Donc, je ne suis pas historien de formation, je suis sociologue, donc je sais conduire des entretiens. Par contre, le travail d'historien, bon, ça va que là c'était une histoire de 20 ans, j'étais pas obligé de fouiller dans des archives publiques, mes compétences restent assez limitées. Et quand tout a commencé, je veux dire la censure, vous avez été menacé ou subi des conséquences comme les auteurs de polar? Non, j'en suis bien content. En fait, ils ont été clairs dès le début. Quiconque continue de menacer la stabilité et l'intégrité du gouvernement sera traqué et puni. Voilà. Comme j'avais pas continué mes recherches et que j'ai mis fin au contact que j'avais avec Quai du Polar, ils m'ont laissé tranquille. Mais dès la fin de la campagne de censure, une fois qu'ils ont arrêté de me surveiller jour et nuit, j'ai repris contact avec eux. Je vois. Merci de m'avoir informé sur l'histoire du Quai du Polar. Je comprends mieux pourquoi on m'a redirigé vers vous. Et si vous le voulez bien, j'aimerais savoir si vous avez des informations sur ce polar-là en particulier. Juliette Perrichellet m'a dit que le logo sur ce livre était celui de votre maison d'édition. Vous pouvez m'en dire plus? Oh, ça fait bien longtemps que j'avais pas vu un de ces exemplaires. Hein. Les 10 plaies du globe. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous connaissez le nom de l'auteur? Il n'y a aucun nom sur la couverture. Et j'aimerais le trouver pour pouvoir lui poser des questions. Vous avez sûrement dû le lire. Et vous savez tout comme moi que tout ce qui est inscrit là, c'est une prédiction de l'avenir. Ouais, je l'ai lu en effet à l'époque. Je pensais pas qu'il allait être aussi précis sur ce qui concerne le futur. Puis je vous avoue aussi que depuis le temps, j'avais même oublié son existence et son contenu. Pour ce qui concerne son auteur, malheureusement, je ne le connais pas. Par contre, je peux vous donner ceci. Tenez.
Voilà. Je pourrais peut-être vous donner plus d'informations. De tous les traducteurs, traductrices avec lesquels ma maison d'édition a travaillé, je pense que c'est cette personne qui a traduit les 10 Plis du Globe. Et si je ne m'abuse... Attends. Je reprends le livre que vous m'avez donné. Vous voyez, en bas de la page, le passeur, c'est peut-être que cette personne-là. Merci infiniment, monsieur. Vous n'imaginez même pas à quel point cet entretien m'aurait été précieux dans mes recherches. Je ne vais pas vous déranger plus que ça. Au revoir et je vous souhaite une bonne continuation. Encore merci. Moi qui stagnais dans mes recherches, aujourd'hui j'ai fait d'énormes progrès. Allez, perdons pas de temps, je vais le trouver ce traducteur. Ce podcast est le fruit d'une enquête collective menée par des étudiantes et étudiants en 3e année de licence d'anthropologie à l'université Lumière Lyon 2, en partenariat avec le festival Quai du Polar. Pendant une année, ils et elles ont mené l'enquête, non pas sur une scène de crime, mais auprès de celles et ceux qui font vivre le roman noir. Auteurs, autrices, lecteurs, lectrices, libraires. Leurs échanges ont nourri l'écriture de ce podcast, ainsi que la création de personnages fictifs inspirés du réel. Avec les voix de Elena Sestak, Towin Rassachak, Manon Labrousse, Richie Panda, Diego Serge Lombardi, Olivier Lelon, Sarah Testanière, Loanie Bon, Louise Chemin, Antoine Pierrard, Olivier Givre et Thomas Chaumery. Scénario, Manon Labrousse et Elena Sestak, aidés par les autres étudiantes et étudiants. Prise de son, Louise Chemin et Loanie Bon. Ambiance sonore et bruitage, Audrey Renaud-Cléier et Maud Lamont. Montage, Serge Lombardi, Sarah Testanière et Maud Lamont. Post-production et mixage, Fanny Urien-Lefranc. L'enquête de terrain a été réalisée par Laudine Bidot-Brunon, Louise Chemin, Amélie Dumas, Loanie Bon, Manon Labrousse, Maud Lamont, Olivier Lelon, Serge Lombardi, Aliénor Marin, Richie Panda, Towin Rassachak, Elena Sestak, Sarah Testanière, Pauline Verdier, Audrey Renaud-Cléier. Les étudiantes et étudiants remercient très chaleureusement Foucault Desrousseaux pour avoir composé la musique originale, Hélène Fischbach et Flora Espégel du festival Quai du Polar, Fanny Urien-Lefranc qui a encadré cette enquête collective et sa restitution, ainsi que toutes les personnes qui les ont aidés durant cette enquête en acceptant de répondre à leurs questions et pour tous les échanges passionnants et enrichissants.